Vous écoutez Questions et réflexions, un programme audio proposé par La Parole Donnée. Syndiqué à la CGT, membre du Parti Socialiste avant de rejoindre le mouvement de Jean-Pierre Chevènement, Alain Jobert, aujourd'hui retiré de la vie politique, croit toujours aux valeurs de la gauche, celle d'une gauche républicaine, sociale et laïque. Celle qui a permis l'élaboration d'un programme commun dans les années 70 et l'élection de François Mitterrand, il y a 40 ans, le 10 mai 1981. Ancien élu municipal à la Seine et à Hyères, Alain Jobert a mené de nombreux combats en soutenant une politique de gauche dans une France qu'il estime aujourd'hui être un pays de droite. Très actif sur les réseaux sociaux, il ne manque jamais de réagir ou d'échanger sur les événements politiques locaux, régionaux ou même nationaux. Nous l'avons rencontré pour faire le point sur l'état de la gauche et comprendre pourquoi lui, Alain Jobert, est toujours de gauche. C'est simple, c'est mai 68. Mai 68, les grèves à l'Arsenal de Toulon, où j'étais ouvrier à l'époque. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'appartenais à ce qu'on appelle la classe ouvrière, quoi. Surtout que c'était essentiellement revendicatif sur les conditions de vie et pas sur les grands sujets de société, comme ça s'est passé à Paris, etc. etc. Les mouvements de 68 ont été différents en province qu'à Paris. Et chez nous, c'était essentiellement l'Arsenal de Toulon, qui à l'époque comptait beaucoup de personnel, qui m'a mis, disons, le pied à l'étrier, c'est pas le mot, qui m'a donné envie de me battre, voilà. De me battre, et je me suis rendu compte que seul je n'étais rien, et à ce moment-là, j'ai décidé d'adhérer à un syndicat qui, à l'Arsenal de Toulon, c'était le plus puissant, le syndicat le plus capable de mobiliser les travailleurs, c'était la CGT. Donc tout naturellement, je suis allé à la CGT. J'ai milité comme syndicaliste pendant quelques temps, et rapidement, je me suis aperçu que c'était pas suffisant. Il n'y avait pas les débouchés, quoi. Le syndicalisme, ça a ses limites, et qu'il fallait que je passe le pas. Alors, étant à la CGT, dans un environnement très, comment dirais-je, travaillé par le Parti communiste, tout le monde pensait que j'adhérais au Parti communiste. Eh bien non, moi j'étais autant d'accord avec les revendications, les thèmes du Parti communiste, mais pas du tout d'accord avec son fonctionnement. Parce que pour moi, c'était un fonctionnement un peu stalinien, centralisé, etc. Et comme j'ai toujours été un homme de liberté, j'ai toujours eu ma liberté de parole, etc., etc. Donc je suivais ça. Et puis il y a eu des déclics. Il y a eu la signature du programme commun qui m'a interpellé. Il y a eu avant ça le congrès d'Épinay aussi, du Parti Socialiste, qui m'a interpellé. Et au moment de la campagne des présidentielles de 74, donc fin 73, j'ai passé le pas, j'ai décidé de rejoindre le Parti Socialiste. Ça n'a pas été simple dans mon entourage, parce que tout le monde était persuadé que j'adhérerais au PC, quoi, hein, étant à la CGT et compagnie. Donc, à ce moment-là, j'ai fait la démarche, je suis rentré au Parti Socialiste. Rapidement, je me suis retrouvé dans une mouvance du parti, puisque l'avantage du Parti Socialiste, c'est qu'il a des courants de pensée, ce qui permet à chacun de se situer sans avoir un parti centralisé, avec un dogme, voilà. Et je me suis retrouvé facilement dans les idées du CRS. Le CRS de Jean-Pierre Chevènement, pour simplifier. Et j'ai rencontré des gens qui avaient les mêmes motivations que moi. C'est-à-dire faire du Parti Socialiste aussi, pas qu'un parti de notables, pas qu'un parti à l'époque on ne disait pas des bobos, mais d'intellos. Je voulais implanter ce parti avec d'autres dans le monde du travail, pour qu'il ait des racines dans ce monde du travail, parce que pour moi c'était là le combat le plus important. Et j'ai milité pendant des années dans ce PS, au niveau départemental, où j'ai eu quelques responsabilités, puis au niveau national aussi. Et là, j'y ai rencontré un ami, qui est devenu un ami, Georges Sarr, qui a été ministre, etc., qui nous a quittés il y a 2 ans d'ailleurs. Et avec mon ami, puisque je peux l'appeler comme ça, je me trouvais en confiance avec lui. Donc c'était l'amitié, mais c'était aussi les idées.
Et puis j'ai rencontré Jean-Pierre Chevènement, qui est devenu un peu ma boussole républicaine, quoi. D'ailleurs, ici, j'ai tous les livres de Jean-Pierre Chevènement, y compris les derniers. Et j'ai admiré, et j'admire encore l'homme, parce que je crois qu'en politique, si on ne croit pas en quelque chose, et si on n'a pas une personne qui identifie ce qu'on pense, c'est pas facile, quoi, hein. Donc pour moi, j'ai suivi tout au long de son cheminement de Jean-Pierre Chevènement, je l'ai suivi jusqu'au bout, jusqu'encore maintenant. Mais enfin maintenant, il est un peu, comment dirais-je, en retrait d'abord, mais il a encore quelques belles idées à défendre et je les soutiens, quoi, voilà. Voilà, donc c'est par le syndicalisme que je me suis aperçu que j'étais un homme de gauche et que je me suis engagé politiquement. Pour moi, c'était un peu l'histoire de France, François Mitterrand. Il avait connu la guerre, il avait eu beaucoup de vicissitudes dans sa démarche politique, puisque bon, au départ, c'était un homme plutôt de droite. Et puis, il a eu l'intelligence, de comprendre que c'est par la gauche qu'il arriverait au pouvoir, et par la gauche unie surtout, parce que bon. Et moi, j'ai admiré le personnage, je dirais jusqu'à son virage un petit peu européen, quoi, où il est parti à fond sur l'Europe. Mais je le comprends aussi parce qu'il a vécu la guerre. Lui. Il a vécu la guerre, les traumatismes, et pour lui, l'Europe, c'était un credo, c'était quelque chose de magnifique pour lui. Mais c'était pas la mienne d'Europe, quoi. Voilà. Ben, il faut dire que le programme commun, il a été conclu avec un parti communiste qui était fort à l'époque, hein, un parti communiste qui faisait 20% facilement. Le Parti socialiste venait de renaître au congrès d'Épinay, et il y avait une volonté, je veux dire, ça donnait envie, quoi. On pouvait s'appuyer sur quelque chose. Le PC avait beaucoup d'implantations locales dans toute la France. Le PS commençait à en avoir aussi. Ce programme commun, tout le monde l'attendait, quoi. Tout le monde l'attendait. Il y a eu même les radicaux de gauche à l'époque, quelques notables du Sud-Ouest et compagnie qui nous avaient rejoints. Et ça créait. Il y avait ce slogan à l'époque un peu simple, mais qui disait « La solution, c'est le programme commun ». Donc sur tout ce qui était problème de la société, chaque fois c'est la même réponse, la solution, c'était le programme commun. Ça a été, comme on dit en général, l'union de la gauche, ça a été un combat aussi. Ça a été un combat mais il a fallu qu'il y ait un homme comme Mitterrand pour réussir cet amalgame, quoi, parce que c'est pas facile. Avec un PC aussi puissant, puis celui qui vous parle, il sait ce que c'est un PC puissant, parce que je l'ai vécu de l'intérieur, dans mes nombreux mandats locaux. Donc, pour moi, ça a été le matin, dans ma voiture, je m'en rappellerai toujours, la radio allumée. Ça y est, ils ont signé le programme commun. C'était un soulagement pour moi, un moment intense de joie intérieure. Et c'était, comment dirais-je, c'était un peu le bonheur qui arrivait, quoi. Et puis le PS, c'était le PS, le bon PS, c'était le PS, changer la vie, quoi. Alors, comme disent certains, ils ont malheureusement changé, mais d'avis, pas la vie. Et voilà. Et c'était une époque merveilleuse pour un militant de gauche. Voilà, c'était une belle époque. Voilà. Alors le 10 mai 81, à l'époque j'étais adjoint au maire à la Seine et on m'avait confié la présidence d'un bureau de vote dans un des quartiers excentrés de la ville. Et à 20h, tout le monde était devant sa télé, sauf moi et un certain nombre d'autres qui étaient dans les bureaux de vote. Et ils ont annoncé la victoire de François Mitterrand. Bien entendu, on a eu l'écho rapidement dans le bureau de vote. Je crois que c'est le dépouillement qui a été le plus long de ma vie. Parce que je savais le résultat, mais il fallait que je compte encore les voix. Et ça, c'est incroyable, quoi. Je me disais, mais on ne va pas s'en sortir, mais ça ne va pas assez vite, parce que je n'avais qu'une envie, c'est de retrouver mes camarades, mes amis pour faire la fête dans la rue. Et j'étais bloqué derrière mon bureau de vote. Mais enfin, c'était une joie extraordinaire, intense. Je veux dire, j'avais participé modestement,
mais à cette victoire aussi, par mes engagements et par mon militantisme. C'était notre victoire, c'était la victoire du peuple de gauche. Et je vous dis, je suis monté, je me souviens, j'avais pris ma voiture, j'étais allé à Toulon, les copains étaient à un bar qui s'appelait le Claridge, au Carrefour maintenant, je ne sais pas s'il y a une banque ou je ne sais plus. Oui, je crois qu'il y a une banque. Et j'ai été accueilli avec des glaçons, ils m'ont renversé sur la tête un seau de glaçons avec le champagne, et je me demandais ce qui se passait. Donc voilà, ça a été... Et le lendemain, on a organisé un magnifique bal public à la Seine, dans les rues, on dansait, quoi. C'était fabuleux, quoi. C'était tout ce que nous avions mis dedans. Et moi, qui étais un militant récent, puisque j'avais que même pas 10 ans d'ancienneté au PS, mais pour des vieux camarades qui avaient vécu le PS avant, même la SFIO, pour eux, ils pleuraient, quoi. Ils pleuraient tous, quoi. Voilà. Et puis après, il y a eu après. Ce bonheur politique a duré en fait 2 ans. 2 ans, 81 à 83, où a été mis en place toutes les grandes lois sociales, les congés payés, la 5e semaine, les 39 heures. Qu'est-ce qu'il y a eu la peine de mort abolie et tant d'autres choses, les nationalisations. Enfin, on s'était donné les moyens de vraiment la changer, la vie. Et puis au bout de 2 ans, la catastrophe, quoi. Il y a eu ce qu'on a appelé la parenthèse libérale, parenthèse qui ne s'est jamais refermée d'ailleurs, puisqu'on est en 2021 et le libéralisme triomphe de partout. Donc à partir de là, on a fait un peu le dos rond, nous, enfin, les militants socialistes, ceux qui avaient un petit mandat local, etc. On a fait le dos rond, mais on a continué à se battre à l'intérieur du PS jusqu'au jour où c'était plus possible et où on a dû, avec Chevènement, quitter le Parti socialiste. Parce que c'était plus notre parti, quoi. C'était plus le parti pour lequel on s'était engagé à Épinay et après Épinay. Voilà. Alors moi, j'ai tout au long de mon cheminement politique, j'ai toujours été dans les minorités. Quand j'étais à la CGT, j'étais au Parti socialiste, alors que la CGT était dominée par le Parti communiste. Quand je suis rentré au PS, j'étais au CRS. On était des adversaires déclarés des rocardiens de l'époque. J'ai toujours été dans les minorités. J'ai été élu local pendant plus de 30 ans, dont plus de la moitié dans l'opposition. J'ai rarement connu le confort, si l'on peut dire, des majorités. Voilà. Dans ma vie, j'ai très peu connu ça. Et c'est ma nature aussi. J'aime pas être... Je suis pas un courtisan. Donc, je suis plutôt un réactif, quoi. Je réagis aux choses. Et j'ai jamais été aussi bon que quand j'étais dans l'opposition. Que ce soit au conseil municipal de la Seine-sur-Mer, à l'époque héroïque du dénommé Scaglia, comme quand c'était à Hyères, où j'étais l'opposant numéro 1 à Léopold Ritondal. Donc j'ai vécu des moments vraiment merveilleux, parce que je pouvais m'exprimer et dire ce que j'avais sur le cœur, et c'était jamais préparé, c'était toujours, ça partait comme ça, quoi. Voilà, j'ai jamais eu à préparer mes interventions, d'ailleurs j'ai pas les lire, les interventions, je sais que les dire, mes interventions, donc voilà. Mais donc, moi, c'est ma nature, je crois que c'est peut-être mon enfance aussi, ma construction qui fait que je suis un homme qui a l'habitude de vivre dans les minorités, quoi. Voilà. J'ai eu une enfance au pied du Luberon avec un père agriculteur, une mère citadine, c'est-à-dire une mère elle était toulonnaise, mon père il était du village. Donc déjà là, contradiction énorme, quoi. On partait sur 2 cultures, 2 façons de vivre, etc. Donc j'ai toujours été dans la contradiction. Mais oui, parce que il me revient cette image, cette phrase, je veux dire, Jospin a plus privatisé que Balladur. Donc attendez, il y a un problème là, comment la gauche
est toujours intervenu dans des conflits sur la planète. C'est toujours avec des gouvernements de gauche. D'ailleurs, si on reprend la première guerre d'Irak, je veux dire, on y était dedans à fond. Et quand il y a eu les événements qu'on a connus depuis la dernière guerre, chaque fois c'est sous les gouvernements de gauche qu'on intervient comme ça, au nom de l'humanisme, au nom des libertés des peuples, etc. etc. C'est vrai qu'on peut se poser la question si la gauche n'est pas mieux dans l'opposition. Parce que la gauche, c'est le contraire de l'exploitation des hommes, c'est le contraire, comment dirais-je, normalement, c'est la solidarité, c'est la liberté, c'est tout ça. Et quand on est au pouvoir, si on ne casse pas le système économique, politique et compagnie, bien on s'adapte. Et en s'adaptant, on perd tout. On perd tout ce qui fait nos valeurs, quoi. Voilà. Moi, je le vois comme ça. Mais elle est dans un tel état, la gauche, il faut dire que qui est capable aujourd'hui de remettre ça en place, quoi, de renouer. Mais c'est impossible. Quand on voit quand on entend plutôt les discours de Mélenchon, les Verts, le PS, il n'y a plus rien de commun, quoi. Il n'y a plus rien de commun. Et la gauche a disparu dans certains pays. C'est ça qui me fait peur, moi. Je vois chez nos voisins italiens, elle a disparu, la gauche. Complètement. Alors qu'il y avait un parti communiste qui était le plus important d'Europe, alors qu'il y avait un parti socialiste qui existait, de Craxi, il n'y a plus personne. Il n'y a plus rien. Alors je me dis, est-ce qu'il ne va pas nous arriver la même chose? Je me pose la question. Parce que il y a trop de gens à gauche, je pense, qui ont privilégié le sociétal au détriment du social. Voilà. Il fallait marcher sur les deux jambes, c'est-à-dire le social et le sociétal en même temps. Or, le Parti socialiste a tourné le dos, je l'ai dit plusieurs fois, au peuple, en ayant ce discours sociétal seulement, et en abandonnant le discours social au Front National, et à Mélenchon, notamment. Aujourd'hui, il faut retrouver ces deux jambes, le sociétal et le social. Celui qui arrivera à ça, eh bien, il pourra reconstruire quelque chose. Mais ça n'ira pas l'un sans l'autre. Aujourd'hui, par exemple, le gouvernement actuel, c'est un gouvernement de droite, je veux dire, sur le plan économique, social. C'est un gouvernement de droite, puisqu'il applique une politique de droite. Et de toute façon, les principaux ministres nous viennent de la droite. Donc, c'est vrai que la France, je pense, est à droite, très franchement. Je pense que la France est un pays de droite, et la gauche est arrivée au pouvoir que quand il y a eu des situations catastrophiques. Pour arranger tout ça, pour remettre de l'ordre, voilà. Et puis qu'une fois qu'elle a fait une partie du boulot, elle n'est pas allée jusqu'au bout du boulot, et ce qui a permis à la droite de revenir. Aujourd'hui, la droite aussi est en mauvais état. Mais qu'est-ce qu'on appelle la droite? Pour moi, le Rassemblement national, c'est la droite. Hein. C'est tout. Alors, c'est la droite extrême, mais c'est la droite. Si j'additionne le Rassemblement national et ce qu'on appelle aujourd'hui les Républicains, la droite, elle existe en France, elle est puissante. Hein. Voilà. Sauf qu'elle est divisée entre une droite dite modérée et le Rassemblement national. Voilà. La droite, ce qu'elle a perdu, à mon avis, c'est sa référence au gaullisme. Sa référence au gaullisme, parce que c'est ce qui faisait, pour moi, qui suis un homme de gauche, que je respectais les gens de droite, les vrais, quoi. Les vrais, ceux qui ont maintenu la flamme du gaullisme, et pas ceux qui l'ont vendu, le gaullisme. Hein. Parce qu'il y a trop de gens qui se disent aujourd'hui gaullistes, mais qui font tout le contraire de ce que faisait le général de Gaulle. Hein, ils ont vendu la France en petits morceaux, l'indépendance nationale, elle est partie avec l'Union européenne, et la dépendance aux Américains n'a fait qu'augmenter. Donc ces gens-là qui se disent gaullistes me font un peu doucement rigoler. Et quant au gaullisme social, pour moi, il est mort avec Philippe Séguin. Voilà.
Le jour où Philippe Séguin est parti, le gaullisme social aussi. Alors il reste quelques petits endroits comme ça où il y a encore quelques gaullistes. Et moi, je vous le dis très franchement, moi j'en ai un dans ma commune, hein, c'est le maire de hier. Jean-Pierre Girand est un gaulliste. Voilà. C'est pour ça que j'ai quelques points en commun avec lui, et que je m'entends pas mal d'ailleurs avec lui. Parce que c'est encore un politique. Il n'y en a plus de ces gens-là. Aujourd'hui, il n'y a plus que des gens qui font de la politique, de services rendus, etc., etc., du clientélisme, ça, on connaît, mais des gens qui ont vraiment des idées ancrées, il y en a très peu à droite, et moi j'ai la chance d'avoir un maire qui est dans ce cas-là. Voilà. En fait, les faits ont montré que c'était pas ni droite ni gauche. En fait, c'est droite, hein, les faits, voilà. La politique que mène Macron, c'est une politique de droite. Donc il nous a raconté ni droite ni gauche pour se faire élire, hein, mais à la sortie, il applique une politique de droite. Macron, c'est un extraterrestre. Il arrive, donc on ne sait d'où. Ben, si, on sait d'où il arrive, c'est un technocrate, du milieu de la banque, etc. Mais qui n'a aucune culture politique. Aucune culture politique. Il n'a même pas été responsable de son comité d'intérêt local de quartier. Il ne sait pas ce que c'est la vie associative, et encore moins la vie politique. Donc, moi, je voudrais vous dire, la chose qui m'a fait le plus peur, c'est pendant sa campagne, je crois que c'est en 2016, ou fin 2016, où il fait ce meeting, où il hurle dans le micro, où son visage se déforme. Je me suis dit, il n'a pas l'envergure. Ce jour-là, je me suis dit, ce personnage n'a pas l'envergure. Et je ne me suis pas trompé. Je veux dire, aujourd'hui, on voit comme il gère le pays, quoi. Voilà, c'est tout. C'est grave. C'est grave parce que les gens ont été élus en envoyant un CV à M. Delevoye, vous savez, le responsable de la réforme des retraites. C'est lui qui était chargé de désigner les candidats députés. Alors, ils ont envoyé un CV, on a regardé le CV comme c'est un emploi, et on les a embauchés comme députés. Ils ont été embauchés, voilà. Là, derrière, il y a 9 sur 10 qui n'ont aucune culture, aucune habitude, absolument pas ancrée. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui, quand il faut faire des élections municipales, c'est un désastre pour la République En Marche. Et ce qui attend les régionales et les départementales, ce ne sera pas mieux. Donc, je veux dire, c'est construit sur rien, sur du sable. Mais c'est grave que les Français, c'est ça qui me fait de la peine, que les Français ont accordé leur suffrage à ces gens-là au moment des législatives. Bon, présidentielle, on a compris, hein. La moitié des électeurs de Macron, c'est des gens qui ont voté contre Marine Le Pen. Ils n'ont pas voté Macron, ils ont voté contre Marine Le Pen. Mais aux législatives, ils ont remis ça, quoi. Sur des candidats dont certains, pas tous, mais beaucoup étaient des candidats inconnus, complètement. D'ailleurs, ils sont toujours inconnus à ce jour. Hein. Si vous me demandiez, de vous citer les noms des ministres, je dois en connaître 4, hein, alors qu'il y en a 40. Hein, parce que pour moi, c'est des gens qui viennent de nulle part, quoi. Ils n'ont aucune histoire. Ce sont des chefs de service, voilà. C'est les chefs de service, les ministres de M. Macron. Voilà. Comme le Premier ministre qui a été nommé, c'est son chef de cabinet. Celui-là, il ne lui fera pas d'ombre. Le précédent, il lui en faisait un peu. Donc on l'a débarqué et on en a mis un qui ne fera pas d'ombre. Il sera candidat à rien et il ne gênera pas le président en sortant. La gauche a déçu, quoi, hein, il faut le dire. Donc, politiquement, elle mettra un paquet d'années avant de s'en remettre. La droite a abandonné la nation, qui était son thème, un de ses thèmes principaux. Elle l'a abandonné au Front National, quoi, hein, qui l'a récupéré. Et aujourd'hui, ou on est pour quelqu'un ou contre quelqu'un. Voilà. Sans savoir si ce qu'il propose, ou ce qu'il a dans la tête, ou ce qu'il veut pour le pays, etc. Je crois que la politique en a pris un coup, vraiment un coup. Et aujourd'hui, dans certains endroits, parler de politique, ça devient grossier, quoi. Voilà, ça devient grossier. De quoi il nous parle, lui, de politique? Mais c'est un extraterrestre, quoi. Parce qu'on ne parle plus de politique aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de communication. On ne parle que de ça.
Quand je vois le nombre de fois où intervient le président de la République, je prends peur, quoi. Vous êtes sur une chaîne de télé, il se pointe à 8h du soir, c'est même pas programmé ni rien du tout, il vient raconter ses trucs. C'est ça en permanence, je veux dire. Et c'est sur tous les sujets. Il se passe un événement, un fait divers, pof, on veut l'avis du président de la République sur le fait divers. Il se passe un problème de société, on veut de suite l'avis du président de la République. Quelquefois, il est démenti 8 jours après par un ministre. Mais enfin, voilà. Je crois que les gens qui parlent de politique, on n'est pas nombreux. Hein. On n'est pas nombreux dans ce cas-là. On se sent un peu seul, voilà. Mais oui, parce que Macron, c'est le roi, quoi. C'est le roi, la cour. Il n'a pas besoin de ça, lui. Hein. Il n'a pas besoin de ça. Lui, il veut des courtisans. Hein. Et il en a, d'ailleurs. Hein. Mais simplement, il a une garantie de survie grâce au Front National, enfin au Rassemblement National. Tant qu'il aura en face de lui au deuxième tour Marine Le Pen, c'est une assurance pour lui, quoi. Il est à peu près certain d'être réélu. Hein. Bon, l'écart se resserre, je veux bien. Mais enfin, les Français ne voteront pas pour l'équipe à Marine Le Pen. Quand je dis l'équipe, je suis gentil parce que d'équipe, j'en vois pas. Mais il a cette chance, quoi. Il a cette chance. Donc, le fait que les deux grands partis ont été atomisés, le PS et les Républicains, eh bien, il a la voie libre, quoi. Il a la voie libre. Lui, ça lui va bien d'avoir Mélenchon au premier tour et Marine Le Pen. Ça, pour lui, c'est du pain béni, quoi. C'est du pain béni. Mais il faudrait qu'il arrive un homme, quoi, quelqu'un qui a un discours. Chevènement a essayé à une époque, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, on était encore sur les vieux schémas, droite-gauche, et ça n'a pas pris. Là, il y en a un qui va essayer, à mon avis, c'est Montebourg. Mais ça va être difficile, hein, ça va être difficile pour lui. Parce que moi je le vois bien dans le discours, comme le successeur de Chevènement, Montebourg. Hein. Sur le patriotisme, sur le rôle de la France, sur la grandeur du pays, sur la réindustrialisation, sur le fabricant français, sur tout ça, moi ça me plaît, ça m'intéresse. Mais le chemin est long, je veux dire, ça ne va pas se faire facilement. Maintenant, on est à un peu plus d'un an et demi des présidentielles, il peut se passer beaucoup de choses. Il s'en est passé la dernière fois, hein, donc on ne s'attendait pas à ça. Hein. Ce président, comme beaucoup de présidents de la Ve République, ont modifié un petit peu pas le fonctionnement, parce que c'est ce fonctionnement. Le rôle du Parlement, néant. Le rôle du Premier ministre, néant. Je veux dire, tout revient sur lui, quoi. Tout dépend de lui. Voilà, tout dépend. On le voit bien actuellement avec la pandémie. On attend tous la réaction du président de la République. Et comme il intervient sur tout, ça agace aussi. Ça agace, parce que bon, certains disent, mais attends, un jour il nous dit un truc, le lendemain il dit autre chose. Une cohabitation après l'élection de Macron, c'est pas impossible. C'est pas impossible du tout qu'il n'ait pas de majorité à l'Assemblée nationale, compte tenu du bilan de cette majorité, quoi, qui est un bilan catastrophique, quoi, au niveau du fonctionnement, je parle. Hein. Voilà. Et c'est pas impossible qu'il ait une cohabitation. De toute façon, les présidents, enfin, moins le dernier de mon camp, si j'ose dire, c'est-à-dire François Mitterrand, lui, il a connu 2 fois la cohabitation. Voilà. Après, il y a eu suite à François Mitterrand, il y a eu Chirac, bien entendu, puis après, il y a eu un président bling-bling, suivi d'un président bobo. Voilà. Et maintenant, on a un président directeur général. Voilà. Voilà où on est arrivé, quoi. Alors, c'est pas terrible, quoi.